D'habitude, ils sont solitaires. Et tout à coup, les voilà par milliers. Les mérous viennent se reproduire. Cela n'arrive qu'une seule fois par an dans ce canyon luxuriant. Un décor de rêve qui va devenir pour eux un enfer avec l'arrivée massive des requins. Ces mérous viennent donner la vie, mais ils risquent la mort. Alors pourquoi le faire ici, dans ce lieu de tous les dangers? Comment expliquer les comportements sociaux étranges des mérous, ces poissons qui vivent seuls le reste de l'année? Les mérous ont fait un long voyage, mais leur peine ne fait que commencer. Ils sont chaque jour plus nombreux dans ce lieu unique, face à l'océan, dans la passe sud de l'atoll de Fakarava. Aller voir sous l'eau ce qu'il y a, c'est simple. Comprendre ce qu'il s'y passe, là c'est plus compliqué. Pour ça il faut plus de temps. Plus on augmentera le temps passé sous l'eau, mieux on comprendra la vie sous-marine. Moi, je rêve de partir en plongée comme un botaniste part en forêt, comme un alpiniste part en montagne, ou comme un zoologiste part dans la savane. C'est-à-dire en parcourant des kilomètres et sans jamais se soucier du temps qui passe. Mon but, c'est pas de vivre sous la mer. Je voudrais juste observer la nature sous-marine comme on observe la nature terrestre. C'est-à-dire sans limite de temps, sans contrainte physiologique. D'où ce très vieux rêve, celui de faire une plongée d'exploration d'au moins 24 heures. 5 minutes, Laurent. Et je me suis dit qu'ici, dans la passe de Fakarava, c'était l'endroit idéal. Parce que cette passe, elle a une respiration. Toutes les 6 heures, elle inspire. Toutes les 6 heures, elle expire. Et donc, être là à toutes les étapes de ce cycle d'une journée, ça a du sens. Le jour, la nuit, on sait que les animaux n'ont pas du tout le même comportement, surtout dans une passe comme ça. Et peut-être que grâce à ça, on comprendra comment les mérous se reproduisent, comment les requins en profitent, de la même manière qu'on a compris depuis plus d'un siècle comment les gazelles se reproduisent et comment la meute de lions les attaque. C'est aussi simple que ça. Voilà 4 semaines que ces mérous ont commencé leur grande migration. L'horloge biologique des mérous bat au rythme de la Lune, et c'est infaillible. Le rideau de leur reproduction se lèvera le jour de la pleine lune, qui suivra le solstice d'hiver, et dans un lieu précis de la passe. La passe, c'est une rupture dans la barrière corallienne, une minuscule porte entre le vaste lagon et le plus grand océan du monde. Dans cette échancrure, les courants y sont violents mais prévisibles. Ils suivent la marée et le lagon, alternativement, se remplit puis se vide, toutes les 6 heures, éternellement. Les animaux vivent au rythme de cette respiration dont la passe est la trachée.
Des quantités de vie comme nulle part ailleurs qui viennent ici pour les courants. Vivre ici est souvent bénéfique, mais toujours dangereux. Manger sans se faire manger, vivre ou plutôt survivre. Et même braver les prédateurs pour oser se reproduire. La passe accélère tous les processus. Vous dormez bien, vous? Moi, j'ai du mal. Tu pourrais prendre la chaise, s'il te plaît, Cédric? Je sais pas. J'imagine qu'il y a trop de questions sans réponse encore. C'est Jean-Marc qui est censé nous apporter les réponses. Bon, il n'y a pas d'interrogation écrite. Hein. Ouais, ça ressemble à l'école, hein, quand même. Ouais, ça... Bon, vous savez que Laurent veut faire une plongée de 24 heures à 20 mètres. Donc, je pense qu'à un moment donné, chacun peut être amené à participer à un niveau ou l'autre. Je sais pas si ça sera... Enfin, je sais pas encore complètement... Ben, on pas complètement adaptera... certain de faire 24 heures. Hein. Cette nuit, j'ai eu des bonnes angoisses. Hein. Ben, je vais faire le dessin plus court à ce moment-là. L'arrête là. Non, mais on plonge tellement pas souvent de nuit, donc j'ai un petit stress sur les 12 heures de nuit. Tout le monde le sait, il y a un énorme groupe de requins-gris, on ne sait pas comment ils se comportent avec quelqu'un qui serait tout le temps tout seul. Et puis il y a les gros spécimens de marteaux ou de requins-tigres qui passent, etc. En général, ça se passe très très bien. Après, sur une durée très très longue, on ne sait pas. Mais la solution, c'est quoi? Non, il n'y a pas de solution. C'est juste Mais j'ai pas spécialement dit qu'il y avait une solution. C'est une alerte, juste qu'on en parle. T'as un Et plongeur voilà, de c'est pour ça que je qui parle descend avec voilà. toi et qui viennent t'épauler, quoi. Déjà à deux, t'es déjà plus nombreux et je pense que c'est plus sécurisant déjà pour toi. Et puis l'animal, je pense déjà à deux personnes, deux ou trois personnes, déjà tu... Pas mal, ça. Tous ceux qui ont envie sont les bienvenus sur cette plongée nocturne. Ouais, c'était pas prévu comme ça, mais il va falloir venir la nuit, les gars. Ça fait quand même très longtemps que Laurent plonge, ça fait très longtemps qu'il fait des choses quand même qui sont engagées. Une plongée de 24 heures, il est biologiste quand même. Ça a du sens dans la mesure où pendant 24 heures, il va voir la vie sous-marine sous un cycle complet, quoi. Et il n'est pas impossible qu'il découvre des choses un peu surprenantes. Donc oui, pour moi, ça a du sens. Oui, je le comprends tout à fait, quoi. Voilà plus d'1 an que Jean-Marc planche sérieusement avec Laurent sur ce rêve un peu fou. Car le vrai problème pour passer 24 heures à plus de 20 mètres, c'est bien sûr la décompression. Théoriquement, il faudrait 20 heures pour remonter, soit presque 2 jours au total à passer sous l'eau. Idéalement, il faudrait réduire cette remontée à seulement 2 heures. Cela semble impossible. Laurent, 10 minutes. Sauf si l'on respire autre chose. Jean-Marc a sélectionné un mélange gazeux radical et parfaitement dosé. 87% d'hélium et 13% d'oxygène. Ce cocktail va se dissoudre intégralement dans l'organisme de Laurent. L'avantage, lui permettre de rester très longtemps à 20 mètres. L'inconvénient, lui interdire toute sortie en urgence. 5 minutes, Laurent. Au bout de 18 heures de plongée, Laurent remplacera tout cet hélium par de l'air. En faisant cela, il commencera sa décompression, mais n'aura pas besoin de remonter. 15 heures. C'est là que réside toute l'astuce de Jean-Marc. Ça y est, c'est le grand départ. Hein. On ne peut plus grand-chose maintenant. On va assurer le minimum, il va bouffer les gaz, mais quand même, il y a des grandes périodes où il sera un peu seul. Voilà, il est 15 heures.
et je pars pour 24 heures. Je pars et je ne reviendrai que demain, à la même heure. Une partie de moi est déterminée, j'en rêve depuis si longtemps. Une autre partie est désemparée. Je me rends compte que j'ai peur. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur d'avoir froid, peur d'avoir faim. J'ai peur de m'épuiser trop vite et de vouloir sortir avant la fin. De toute façon, dans quelques heures, la question ne se posera plus, je ne pourrai plus remonter comme je veux. Le mélange que je respire aura saturé mon sang d'hélium. Et même si je ne suis qu'à 20 mètres de profondeur, il me faudra au moins 6 heures pour sortir de l'eau. Très vite, je m'oblige à traverser la passe. Je dois trouver des repères pendant qu'il fait encore jour, parce que je vais devoir le refaire cette nuit, dans le noir total et sans me perdre. Cette nage forcée chasse mon anxiété et mon stress s'envole. Enfin, j'y suis. J'y suis vraiment. Comme l'alpiniste sur sa montagne, le botaniste dans sa forêt. Une forêt de corail. L'eau est cristalline. Les poissons s'alignent dans le courant. Ce sont des formations subtiles et des réflexes collectifs. Des mouvements à la fois coordonnés et instinctifs que j'observe désormais sans plus me soucier du temps qui passe. Le stress du début m'avait fait oublier la chance d'être là pour toute une journée et toute une nuit. Avec tous ces prédateurs, la passe en forme d'entonnoir est le lieu parfait pour une embuscade. Et pourtant, les mérous s'y précipitent. En fait, ils n'ont pas le choix. Ils viennent chercher le courant, le seul courant autour de l'atoll, assez puissant pour disséminer leurs œufs dans l'océan, comme le vent dissémine le pollen dans le ciel. Les mérous sont déjà nombreux. Les mâles et les femelles sont généralement indiscernables et immatures sexuellement jusqu'à 5 ou 6 ans. Pour ne rien arranger, ils sont hermaphrodites. Les femelles changent de sexe pour devenir des mâles qui vivront plus de 20 ans. Heureusement, certaines attitudes semblent évidentes. Et très vite, j'apprends à distinguer le sexe des mérous. D'un côté, les femelles, qui ont le ventre dilaté par les œufs et qui gardent leur tenue camouflage. De l'autre, les mâles, qui virent au gris pâle et mordent le flanc des femelles. Mais que peuvent bien signifier toutes ces autres confrontations ? Est-ce la défense d'un territoire? La garde rapprochée d'une femelle en attendant le jour J? Est-ce de l'intimidation entre rivaux? Des préludes au combat? Ou encore une parade de séduction? Je suis impressionné de voir à quel point les mérous se maltraitent les uns les autres. Mais il y a pire. Je m'attarde sur l'un d'entre eux. Ces 2 grandes blessures, c'est la signature d'une attaque de requin. Combien de temps sera-t-il capable de survivre dans cet état? Aura-t-il même une chance de se reproduire?
se faire nettoyer les dents par des poissons nettoyeurs, les requins doivent s'arrêter de nager. Et ils n'aiment pas ça. Ils coulent et ça gêne leur respiration. Ces séances de nettoyage sont donc rares et de courte durée. Ils ne peuvent pas le faire n'importe où ni n'importe quand. Mais sans contrainte de temps, je peux me poser à leur côté, me faire oublier d'eux et assister à ces comportements intimes. Les séances s'enchaînent. Tous ces soins dentaires sous-entendent surtout que les requins se nourrissent beaucoup plus en ce moment que le reste de l'année. D'ailleurs, l'un d'eux a sans doute abusé de trop de mérou la nuit dernière. Quelques spasmes l'agitent, puis il vomit, et tous les autres requins se précipitent sur les restes. Je n'ai jamais vu ça. Cette longue plongée de 24 heures m'offre le temps de m'imprégner du rythme frénétique et sans répit de la vie dans la passe. La plongée ne fait pourtant que commencer et la nuit me réserve sans doute bien des surprises. La lumière faiblit, les copains ne devraient plus tarder à me rejoindre. Dès qu'on arrive, c'est Yann qui se met à l'eau. Et là, déjà, là. Tu peux parler déjà? C'est courant comment, là? Sors-toi, il sort, là. Ok. À dans 3 heures, là. 3 heures après l'immersion de Laurent, vient ma première mission, entre guillemets, d'assistance auprès de Laurent, qui consiste à 18 h m'immerger et lui faire un changement de recycleur. Le scaphandre recycleur de Laurent n'a pas l'autonomie suffisante pour 24 heures. Et évidemment, il ne peut pas remonter sous peine d'accident de décompression. Il a donc été convenu d'un horaire précis et d'un lieu de rendez-vous connu. Un plongeur descend récupérer le recycleur de Laurent pour le lui rapporter le plus vite possible après le changement de gaz réalisé en surface. En attendant, Laurent reste au fond avec un recycleur de secours jusqu'au retour de son camarade. Et on tourne avec là. Laisse-toi dériver! Viens vers le bateau. Viens, il y a le courant avec toi. Approche! Finalement, on sort, tout le matos sort de l'eau. Et puis, arrivé à bord, le changement de gaz, la reconfiguration du recycleur et tout, c'est une opération qui a été menée par Jean-Marc, mais qui dure quand même 20-30 minutes. Et ces 20-30 minutes où on sait qu'il faut y retourner, on a un peu le mal de mer, il faut redescendre avec le recycleur de Laurent sur le dos, qui n'est pas du tout configuré comme le mien, mais aussi dans la main avec un autre bloc, et un recycleur et une lampe et des appareils photo parce qu'il faut changer les optiques, etc. Il faut redescendre sans se noyer avec le recycleur de Laurent. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une connerie? 3 cellules, ok. « 12 heures de nuit devant moi. Les copains vont se succéder. À tour de rôle, 3 heures chacun, ils m'accompagnent avec un puissant éclairage 10 mètres au-dessus de moi. Ils éclairent ma route. Et j'y vois comme un joli symbole d'amitié. Je leur dois cette vision magique, cette lucarne indiscrète sur les petits secrets de la vie nocturne. Les poissons ont changé de couleur. Et je complète heure après heure mon bestiaire des créatures de la nuit. La nuit, c'est le royaume des crustacés et des mollusques.
En Polynésie, on en compte plus de 5000 espèces. Invisibles le jour, elles attendent le crépuscule pour sortir des entrailles du corail, mais fuyant la lumière, elles ne me laissent qu'un court instant pour figer leur étrange regard. Je viens d'arriver au lieu de rendez-vous, pour la 2e fois. Il est minuit, et j'attends la relève. Jean-Marc, je te demande si tout va bien. Ouais, tout va bien, pas de problème. Tout va bien, je n'ai pas froid, et je suis impatient. Non pas que je veuille sortir de l'eau, simplement parce que je veux reprendre au plus vite la longue balade nocturne. L'intérêt de passer 24 heures sous l'eau, c'est d'explorer, pas d'attendre dans un coin. Ok, maintenant, on va traverser la face. On va traverser la face. Il faut aller vite, parce qu'il y a du courant. Il faut aller vite pour traverser la face. Il y a du courant. Ok, d'accord, je te cache. Le repérage de jour a bien marché. Nous traversons sans nous perdre. Les mérous se sont cachés où ils peuvent, les requins patrouillent, il y a de l'électricité dans l'eau. L'agitation des requins me stresse de manière inhabituelle. Sans doute parce que je sais que cette nuit, je ne peux pas remonter. C'est un stress, mais c'est surtout un spectacle. Première constatation, les requins ne sont plus en pleine eau. Ils sont descendus et grouillent sur le fond. Je mesure à quel point leur vitesse est sous-estimée le jour. De nuit, c'est à peine si j'arrive à suivre du regard leurs accélérations. Je suis juste au-dessus de Yannick, et sous ses palmes éclate une frénésie violente et désordonnée. Mais la même scène au ralenti nous montre au contraire toute l'efficacité de l'attaque. Depuis qu'on utilise cette caméra fantôme, on voit des choses qu'on voit pas à l'œil nu. Et au début, c'était un peu frustrant d'utiliser cette caméra parce que je peux faire que 10 images par plongée, de 2 secondes chacune. Et ça se passe dans des actions très très rapides à l'œil nu, on voit pas ce qui s'est passé. On enregistre quand même, parce qu'on se doute bien qu'il y a une action qui s'est déroulée. Et c'est vraiment au moment du visionnage des images qu'on s'aperçoit toute l'action qui s'est déroulée sous l'eau. Donc on rentre dans une autre dimension. Avec ces caméras, on voit ce que l'œil humain ne voit pas. Donc en plongée normale, il y a des choses qui vont se passer, on les filme. Et devant notre télé, on comprend vraiment l'action qui s'est déroulée sur la scène. Donc c'est vraiment une 3e dimension.
La biologie du requin gris nous apprend qu'il mange environ 500 grammes par jour. Si les chasses sont impressionnantes, le requin n'en est pas moins frugal. Il mange peu. Mais nos protocoles de comptage ont révélé qu'ils étaient près de 700 dans la passe. Le calcul est simple. C'est donc tout de même près de 350 kilos de poissons qui sont prélevés par les requins chaque nuit. Quelle est la proportion de mérous dans leur régime? Et combien sont dévorés au bout des 4 semaines que dure leur rassemblement? Des centaines forcément. Peut-être même des milliers. Ces scènes de chasse au ralenti sont inédites. Nous le savons trop bien. Et mes camarades sont comme moi, exaltés. Comme si nous avions transgressé un tabou. Plonger la nuit quand les requins sont en chasse. Et même quand ils ratent leur cible, ils sont impressionnants. En fait, quand ils sont seuls, ils sont maladroits. Leur efficacité réside dans le groupe. Une fois débusquée, la proie ne sait plus où s'enfuir, sinon dans la gueule d'un requin. Je trouve étonnant que les mérous ne soient pas plus souvent victimes des requins. Ils sont si nombreux. Et pourtant, c'est souvent d'autres espèces qui sont dévorées. Au cours de cette longue nuit sous-marine, je me rends compte que c'est une question d'attitude. Les requins détectent leur proie en les bousculant. Pris de panique, la plupart d'entre elles réagissent avec nervosité, font du bruit, se cognent sur les coraux et signent instantanément leur arrêt de mort. Leur agitation a fait surgir en un éclair plus de 10 autres requins qui ne laissent aucune chance à la proie débusquée. Les mérous, eux, semblent avoir une autre façon de réagir. Ils restent calmes, dans une certaine mesure, et se font bousculer sans broncher. C'est ce que j'appellerai plus tard la stratégie zen des mérous, sans doute fruit d'une longue sélection naturelle. Une stratégie qui marche souvent, mais pas toujours. En restant si longtemps à leur côté, je me rends compte surtout qu'au final, une grande partie des requins restera le ventre vide. Un touchant paradoxe qui bouscule bien des idées reçues. Des bousculades au sens propre du terme. Et on est là tout seul au milieu, on voit des dizaines, quand je dis des dizaines, c'est des centaines de requins sur le fond, il y a les loches partout. Et dans ce moment de semi-tension, là, on m'a dit, t'entends les baleines? Ouais. Et on entendait les baleines. On a eu les baleines pendant 1h30. C'est des baleines! C'est des baleines! Est-ce que tu entends les baleines? C'était magique. C'était des baleines à bosse. On les a pas vues. J'ai l'impression que ça venait des abysses. Là, on est à côté du tombant, donc là, ça plonge, il fait nuit noire. Hein. Il fait nuit noire partout, mais là, tu sais que ça tombe, ça sonde. Et un énorme écho arrivait, ça faisait... Bouh, bouh, bouh. Et là, t'as tout le stress qui part. Tu te calmes, et ça, c'est le petit moment... Ça suffit, quoi. On est là, on vit un rêve.
pas retard là? Faudrait s'approcher là, oui. Ça m'est arrivé. J'avais dit il y a un petit coucou à Laurent ce matin. Mais j'ai préparé un petit truc que tu dois lui amener. Ok. On dit rien maintenant, hein? Ok? Je te le file dans le bateau. Okay. Hé, c'est ma brosse à dents, j'en ai qu'une, hein? Je dis, faut bosser les dents, sinon... Ouais. Cache-la dans ta manche ou dans la poche. 6 heures pile. C'est 12 et 15 heures qu'il est sous l'eau. Là, il arrive en fin de ravitaillement des 6 heures. Pas de phare, rien? On n'a pas le signe de vie, là. On voit pas de lumière. Est-ce qu'il est en dessous? Est-ce qu'il n'est pas en dessous? Bon, il y a les phares. Ok. Ah, c'est un stress terrible. 24 heures en plus, si tu veux, l'espace n'est pas protégé. Là, tu as vu les courants qu'il y a, c'est pas du simple. Il y a toute une partie de nuit, il y a les requins. Donc, en dehors du profil de plongée et de la décompression, il y a déjà tout cet aspect-là qui est stressant au possible, quoi. Donc là, je suis content pour lui s'il arrive à la faire. C'est bien parti. Il aura sûrement vu plein de choses, tout un cycle de vie sur 24 heures. Ça, je ne sais pas si ça a déjà été fait. Mais on va souffler hein, quand ça sera fini. Je me prête avec plaisir au jeu de la brosse à dents. La nuit est passée, une grande partie du stress aussi. Il ne me reste que 9 heures à profiter des surprises du fond de la passe. Mais c'est quand même un moment critique. Sous les yeux de Jean-Marc, je remplace les 87% d'hélium par de l'air. Je ne ressens aucun vertige, tout va bien. Cette opération marque le début de ma décompression, mais pas le début de la remontée. Je peux rester encore à 20 mètres toute la matinée. Les requins se sont calmés. Ils reprennent leur nage léthargique et les mérous, eux, s'agitent. Ils reprennent leurs affrontements. Après une nuit entière à leur côté, je réalise qu'ils sont des survivants. Et j'ai envie de dresser le portrait de ces gueules cassées, faire la collection des stigmates tragiques de ces razzias nocturnes. Les mérous ne vivent pas dans la passe, ils y survivent le temps de se reproduire. Je retrouve même le mérou à la double balafre, et qui semble tenir le coup. Les côtoyer de la sorte me fait réaliser que l'acte de se reproduire ici ne doit pas être assimilé à un privilège, mais plutôt à un sacrifice accepté par les plus téméraires. Se reproduire n'est plus une récompense. Ces poissons ne sont pas les maîtres de leur destin. Ils sont les esclaves de leur instinct. Le courant s'inverse une dernière fois. Il se met à rentrer dans le lagon et je le laisse m'emporter. C'est bientôt fini. Fini pour moi, mais pas pour les mérous. Je suis sous l'eau depuis 23 heures. J'ai mal aux dents à cause de l'embout qui m'a blessé la gencive. Mais je me sens bien. Les dernières minutes approchent. Je ne suis même pas pressé d'en finir. Mais en voyant les copains venir à ma rencontre, je réalise que finalement oui. Oui, j'ai bien envie de sortir de l'eau et de leur raconter tous les détails de cette drôle de journée.
Il me reste encore un peu de gaz. On peut peut-être faire une plongée ce soir. Non, moi, le verdict est simple. Hein. Je suis toujours pas un poisson. Mais je connais les lieux mieux qu'une journée en arrière. Bon, t'es juste pris 10 ans en 24 heures, mais... C'est ça, c'est possible, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Si t'as l'impression d'avoir pas dormi, bah t'as une équipe pareil sur le pont. Hein. Merci à tous. Ça, c'est une vraie réussite, parce que là, on valide une nouvelle méthode de plongée qui sera peut-être utile à d'autres. Voilà. Donc, c'est pas juste une performance personnelle, c'est un pas de plus dans les capacités d'exploration du milieu sous-marin. Voilà, on n'a pas inventé le scaphandre autonome, les plongées comme Cousteau il y a un demi-siècle. Mais on vient de prouver qu'il y a un petit truc qui est possible d'être fait et qui permet de rester encore plus longtemps à des profondeurs qui sont loin d'être négligeables. Ouais, il y a une fierté parce que c'est une vraie contribution à l'art de plonger, à l'art d'aller voir sous l'eau ce qu'il se passe. On a fait cette plongée de 24 heures. Attention, c'est loin d'être fini la mission. Alors c'est vrai qu'il y a un petit relâchement parce que pendant 24 heures, personne n'a dormi, on a couru et qu'on a l'impression d'avoir fini et réussi. Aujourd'hui, on repart de plus belle, on attaque sérieusement les loches. Tous les jours, on voit qu'elles arrivent massivement par groupe de 15, 20. Elles remontent le long de la passe, elles sont en train de se retrouver, ça va être phénoménal. On ne peut pas louper ça. Ah, puis c'est dégonflé un peu là. Ah oui. Donc là, on lui rentre l'émetteur dedans. 5 semaines de mise en place pour seulement quelques minutes d'événement. C'est le paradoxe de cette mission. Vidéosurveillance, relevé acoustique du passage des mérous équipés d'émetteurs, comptage précis des requins et des mérous, cartographie 3D. Jamais une passe n'aura été autant scrutée. Comme les photos qui s'assemblent pour affiner la carte, tous les résultats s'imbriquent eux aussi. Cela permet d'élaborer un scénario assez précis de la grande migration des mérous venus des 4 coins du lagon pour se reproduire. Grâce aux récepteurs placés stratégiquement le long du canyon, on peut désormais suivre les déplacements des mérous qui portent dans l'abdomen l'émetteur implanté en début de mission. Les mérous arrivent du lagon et se dirigent vers l'océan. Mais devant eux, la cartographie révèle un mur corallien de 10 mètres de haut qui fait comme un barrage en travers du canyon. C'est un seuil que les mérous franchissent aisément et derrière lequel ils s'accumulent. Alors les mérous restent là, parce que revenir de l'autre côté, c'est peut-être risquer de ne plus être aux premières loges de la reproduction. Ultime récolte d'informations. Des centaines de photos sont prises à la verticale du fond. Ensuite, un logiciel les assemble et agit sur les contrastes de l'image pour permettre de distinguer chaque mérou, car leur tenue camouflage les confond avec les coraux. À 2 jours de la pleine lune de juillet, le couloir contient 203 mérous. Mais sur la carte des reliefs, le couloir n'est qu'une infime partie de la zone de rassemblement.
Les plongeurs ont délimité cette zone et en ont calculé la surface, soit 13 300 mètres carrés. Il ne reste plus qu'à multiplier. Le chiffre est impressionnant. 18 000 mérous, le plus grand rassemblement au monde connu à ce jour. C'est le grand jour, celui de la pleine lune de juillet. Attention! Voilà plus d'un mois que l'équipe a mis la passe sous contrôle, que les mérous sont surveillés nuit et jour. Et aujourd'hui va se jouer la scène finale du spectacle, la reproduction. Avec Roberto Rinaldi arrivé la veille en renfort de l'équipe, plus ils seront nombreux sous l'eau, plus ils auront de chances de capter l'événement. 3, 2, 1, go! Les mérous sont toujours là. Mais c'est flagrant. L'écosystème s'est transformé. Les poissons fusillés sont apparus par dizaines de milliers. Je ne les ai jamais vus aussi nombreux depuis que nous sommes arrivés. Leurs agitations convergent vers des regroupements qui nous attirent, mais qu'il nous est impossible de discerner. L'agitation des mérous, elle aussi, est inhabituelle. Mais après des semaines de confrontation, une certaine organisation spatiale se met en place. Cette œuvre d'art naturel n'est plus abstraite. Le tableau prend maintenant tout son sens. D'abord près du fond, parfois même posées sur le fond, les femelles en tenue camouflage et au ventre dilaté par leurs œufs. Et juste au-dessus, les mâles, gris pâle, qui les surveillent d'en haut. Régulièrement, un mâle descend vers une femelle, commence par une parade faite de délicats tremblements, puis très vite il la bouscule, toujours de la même manière, en lui mordant le ventre pour sans doute provoquer la ponte. Une ponte qui semble imminente désormais. Et tout à coup, ça y est, des groupes de mérous s'élancent vers le haut. La reproduction vient bel et bien de commencer. Mais trop loin, trop vite hélas, pour en apprécier les détails intimes. Les fusillés, de plus en plus nombreux, cachent l'horizon, si bien qu'il nous est difficile de distinguer les mérous. Ils ne nous laissent souvent que l'image de ces petits nuages blancs, les œufs des mérous, qu'ils s'empressent de gober. Contrairement à l'agitation alentour, nous devons adopter une autre méthode, plus sereine. Ne pas céder au mouvement de foule comme le font les requins, qui foncent vers les fusillés et ressortent bredouilles. Il faut se déployer et anticiper. Après tout, nous sommes 6 plongeurs, tous munis de caméras. Chacun doit chercher une femelle bien pleine, rester focalisé sur elle et attendre qu'elle se décide à monter pondre en un éclair de seconde. C'est notre seule chance pour observer correctement le phénomène et surtout pour le filmer au ralenti, à 1000 images par seconde. La seule façon de l'analyser avec plus de précision.
5 semaines d'attente pour figer cette fraction de seconde. Et le mystère demeure. Les mérous se sont battus sans interruption pendant des semaines. Mais au moment de se reproduire, c'est l'anarchie. Tous les mâles, vainqueurs et vaincus, bondissent vers la femelle qui pond. Et tous semblent avoir la même chance de la féconder. L'heureux géniteur serait-il choisi que par le hasard? Pourquoi les mâles se seraient battus pendant 4 semaines alors? Autant d'efforts pour rien? Je ne peux pas le croire. Quelque chose nous a forcément échappé. D'ailleurs, c'est difficile de se faire une idée. L'accouplement est tellement rapide. Cette rapidité, ça peut se comprendre, pour éviter les requins quand ils montent en pleine eau, et aussi pour être le premier à féconder les œufs de la femelle. Mais je me demande si derrière cette rapidité ne se cacherait pas une toute autre vérité. C'est au tour de Yannick d'être au bon endroit au bon moment. Il déclenche sa caméra sur une fulgurante reproduction. Un instant de vie d'une seule seconde, mais une seconde qui va devenir 40 secondes par la magie du ralenti. Au ralenti, on voit bien qu'en fait un seul mâle déclenche la ronde autour de la femelle et la maintient dans un corps à corps autant qu'il le peut. Ce mâle privilégié, c'est le mâle dominant. Ce statut si chèrement gagné au prix de 4 semaines de luttes acharnées. Oh, il n'a pas gagné l'exclusivité, simplement la priorité, puisque déjà les autres mâles convergent vers le couple. Le dominant bénéficie juste de cette courte avance, qui lui permet de s'assouvir avant les autres mâles opportunistes, qui tentent leur chance en inondant la scène de leurs semences, mais avec une microseconde de retard. La solution pour comprendre le mystère mérou, c'était donc cela. Pouvoir observer l'intérieur d'une fraction de seconde et y découvrir, grâce au ralenti, l'existence d'une hiérarchie respectée quoiqu'éphémère, la preuve d'une chorégraphie millimétrée, mais invisible à l'œil nu. J'ai passé 24 heures sous l'eau, alors que tout s'expliquait dans une fraction de seconde. Mais j'aime croire que c'était nécessaire. Après tout, le temps n'a qu'une vérité à offrir. Celle de ces instants. Ces instants que l'on rêve de saisir. Oh, bien sûr, nous n'avons pas tout compris. Comment le prétendre d'ailleurs, avec un événement aussi bref et qui n'a lieu qu'une seule fois par an? Une seule chose est certaine en tout cas. Chaque année désormais, quand la pleine lune reviendra, nous aussi nous aurons envie de revenir. Ça m'aurait quand même bien plu qu'ils arrivent et qu'on leur dise « Eh les gars, c'est fait, c'est trop tard. C'est pour la prochaine fois. » L'envie de revenir, évidemment, dès l'année prochaine, et dans 10 ans, ou même 50 ans. Car dans ces hauts lieux de la biodiversité, les études écologiques n'ont de sens que si elles sont répétées, poursuivies d'année en année. Les chiffres récoltés par les plongeurs n'auront de valeur que s'ils sont comparés avec des chiffres futurs. 700 requins gris, 18 000 mérous. Mais combien seront-ils dans 20 ans? La passe de Fakarava est classée réserve de biosphère par l'UNESCO. Mais échappera-t-elle pour autant aux crises écologiques du XXIe siècle? Dans les autres grands atolls de la Polynésie, ces rassemblements annuels de mérous existaient aussi, autrefois. Mais aujourd'hui, ils ont tous disparu.
Allez Yannick, c'est l'heure. Oh, déjà? Eh ouais. On n'est jamais tranquille ici. Bon, allons-y, c'est la plongée de nuit. Hein. Moi, je dormais bien quand même. Bon, allez. Si c'est l'heure, c'est l'heure. Hein.